Alors je vais vous parler aujourd'hui, chers téléspectateurs, d'une séquence bien difficile, bien pénible de notre histoire de France, puisqu'il s'agit du terrible hiver de 1709. Tout le monde se souvient de la formule de Saint-Simon, selon qui, cette année-là, pendant cet hiver-là, eh bien, le vin gelait dans les carafes à Versailles. Mais derrière cet épisode anecdotique, il y avait effectivement, pour la France de ce moment, et cela a duré pendant des mois, une situation extrêmement critique, donc que je vais m'efforcer d'évoquer aujourd'hui. Cette histoire du climat, on la connaît assez bien aujourd'hui, depuis l'admirable travail, il faut le dire, réalisé par Emmanuel Leroy-Ladurie, qui a été un pionnier dans ce domaine, après sa thèse sur les paysans du Languedoc, qui a été une des grandes thèses d'histoire moderne des années 60, eh bien, il s'est penché sur l'histoire du climat et il a été à l'origine de tout un ensemble de recherches qui font que nous connaissons aujourd'hui assez bien l'évolution des choses à travers l'évolution des prix, à travers le volume des récoltes, etc., à travers les premières mesures qui ont été prises à l'époque de la température, des témoignages concernant les précipitations, etc. Eh bien, cela nous permet aujourd'hui de pouvoir aborder ce moment difficile donc de notre histoire de France, puisque 1709 fait figure d'année terrible, avec un hiver très violent, avec une famine également très meurtrière, et avec également une épidémie de peste. La France n'en a pas encore complètement fini avec la peste, ce sera seulement en 1720, avec la peste de Marseille, qui sera le dernier épisode en France de l'extension de cette maladie. En tout cas, en 1709, on meurt de froid, on meurt de faim, et tout ça à un moment où la France, le royaume, est engagé dans une guerre de longue durée, la guerre de succession d'Espagne, qui va durer de 1700 à 1713, qui va être une épreuve très difficile pour la France, isolée face à une coalition extrêmement redoutable. Une France qui est encore à l'époque dotée d'une économie à dominante agricole, sachant que même dans ce domaine, il n'y a pas eu depuis le Moyen-Âge, depuis la période des grands défrichements, depuis les nouveaux modes d'attelage utilisés à l'époque, il n'y a pas eu de grandes nouveautés sur le plan technique, il n'y a pas eu d'innovation majeure. Il va falloir attendre en gros le milieu du XVIIIe siècle pour que se produise progressivement en France, après l'Angleterre, ce qu'on va appeler la révolution agricole, qui permettra l'augmentation de la production, l'augmentation des rendements et des progrès considérables en qualité, en quantité, aussi bien pour ce qui concerne la production agricole proprement dite que pour ce qui concerne l'élevage. À l'époque où nous nous plaçons, la primauté en matière alimentaire revient toujours au blé. Le pain est la principale source d'alimentation pour le peuple. L'élevage connaît des limites car on n'a pas les moyens à l'époque de nourrir les bêtes en quantité pendant l'hiver avec des fourrages. Il faudra l'apparition d'un assolement triennal qui fera disparaître la jachère, qu'on remplacera par des plantes fourragères pour que les choses bougent. Il faudra encore quelques décennies pour attendre tout cela. Et puis il y a cette instabilité du climat qui fait que chaque année on est à la merci des caprices du ciel, des gelées trop brutales, des orages trop importants en juillet au moment de la maturation des blés, etc., pour avoir parfois de très belles récoltes et parfois des catastrophes. D'où des famines. Elles font partie du paysage. Il y en a entre 1648 et 1653, à l'époque de la Fronde, ça n'arrange rien évidemment, entre 1660 et 1663, entre 1692 et 94, et là les choses sont particulièrement lourdes, et bien sûr 1709, 1710. À cela vient s'ajouter, je l'évoquais au début, la peste, qui affecte la France sous Louis XIII, de 1628 à 1632, 2 millions de morts, c'est-à-dire près de 10% de la population, d'une époque à laquelle on suit à la trace le trajet d'une compagnie d'hommes de guerre qui, quittant le siège de La Rochelle pour se diriger vers la Lorraine, vont véhiculer avec eux le bacille de la peste et laisser derrière eux des dégâts, une mortalité considérable. En 1692-93,
1794, date que j'évoquais il y a un instant, c'est la famine qui est générale, sauf en Bretagne et dans le Midi méditerranéen, pas loin là aussi de 2 millions de morts. Donc des bilans qui sont quand même extrêmement lourds. On se mobilise aujourd'hui, on s'inquiète à juste titre quand la famine frappe certaines régions sous-développées du monde, mais nous avons connu, il n'y a pas si longtemps, avant l'époque industrielle, des situations tout à fait comparables. Quand le climat s'en mêle, quand la pluie vient pourrir les blés, quand le froid fait que les graines gèlent en terre, eh bien au bout du compte, les récoltes sont mauvaises, les prix s'envolent, la mortalité s'envole, et dans ce scénario-là, les enfants, les vieillards sont les premières victimes. Donc un tableau donc de cette économie pré-industrielle, si on peut l'appeler ainsi, qui n'est pas très brillant. On comprend bien que quand le climat vient s'en mêler dans le mauvais sens, ça aggrave évidemment les difficultés. On peut avoir des cours du blé qui peuvent être multipliés par 4 en l'espace de quelques semaines, au moment où intervient la soudure. La récolte de l'année précédente a été mauvaise, eh bien le grain et la farine se font rares arriver à la période qui précède immédiatement la moisson de l'année suivante. Et si cette moisson est mauvaise, eh bien alors là, les choses sont encore plus graves. On a parfois des colonnes de mendiants qui circulent, et c'est la charité publique, évidemment, qui tente de pallier ce genre de situation. En avril 1694, un notable du Beauvaisis décrit ainsi la situation. Un nombre infini de pauvres que la faim et la misère font languir meurent dans les places et dans les rues, dans les villes et à la campagne, par manquement de pain et par disette, et n'ayant point d'occupation et de travail, ils n'ont point d'argent pour acheter du pain. Donc on voit le degré de misère auquel on est alors arrivé. Il explique que ces malheureux mangent des chats, mangent des herbes bouillies dans l'eau, des herbes parmi lesquelles les orties, par exemple, qui sont particulièrement recherchées à l'époque. On voit, n'est-ce pas, à quel degré de misère ces populations sont confrontées. Et alors, le problème, c'est que le règne de Louis XIV, en plus, voit se détériorer sensiblement le climat dans le sens d'un refroidissement. On a parlé de petite ère glaciaire de l'Europe moderne pour cette période, et on peut le vérifier dans un certain nombre de cas. Si l'on prend le cas de l'Auxerrois, par exemple, correspondant en gros au département de l'Yonne, les hivers 1670, 79, 97 sont particulièrement rudes, avec les rivières qui sont gelées, les moulins qui cessent de tourner de ce fait, les moulins à eau cessent de tourner, avec des poissons qui meurent dans les étangs, avec des légumes qui périssent, avec des fourrages qui sont rares. Il faut abattre le peu de bétail que l'on a, avec des produits comme les beurres et les fromages qui sont tout à coup hors de prix, qui deviennent un luxe. Et en 1697, les magistrats d'Auxerre constatent qu'il ne s'est point vu de mémoire d'homme d'hiver si rigoureux. Nous sommes avant 1709 là déjà. Celui de 1709, il va être encore pire. Les choses commencent à la veille des rois, le 5 janvier, et Saint-Simon, témoin de l'époque, comme chacun sait, nous a rapporté ce que fut cet hiver. Il nous dit ainsi que qu'il fut un hiver tel que, de mémoire d'homme, on ne se souvenait d'aucun qui en eût approché. Une gelée qui dura 2 mois de la même force avait, dès ses premiers jours, rendu les rivières solides jusqu'à leur embouchure et les bords de la mer capables de porter des charrettes qui y voituraient les plus grands fardeaux. Un faux dégel fondit la neige qui avait couvert la terre pendant ce temps-là. Il fut suivi d'un subit renouvellement de gelée aussi forte que la précédente, 3 autres semaines durant. Et c'est cette seconde gelée qui va faire pourrir les graines en terre. Ça sera l'origine de la famine qui va suivre. La situation des arbres fruitiers, évidemment, est du même ordre. La situation des vignes également. Les grains qui avaient été semés, qui avaient
été protégés par la première couche de neige, après la fonte de celle-ci, quand la deuxième gelée intervient, les dégâts sont considérables. C'est à ce moment-là que Saint-Simon évoque ce vin qui gèle dans les carafes à Versailles. Pour revenir dans l'Auxerrois, la situation est un peu comparable à ce qu'elle est dans l'ensemble de la France, mais avec des températures extrêmement froides. La neige est tombée dans les premiers jours de janvier, une bise glaciale a suivi, les rivières évidemment étaient gelées, on pouvait se promener dessus, on était à moins 23 degrés, et cela pendant une durée considérable, ce qui peut paraître tout à fait courant en Allemagne du Nord, en Europe centrale, en Russie évidemment, en France évidemment, à l'époque c'était quelque chose de tout à fait exceptionnel. On en était au point que à Auxerre, c'est seulement dans la cathédrale et dans l'église Saint-Germain que l'on pouvait encore dire la messe, et encore dans les cryptes. Tous les autres sanctuaires étaient fermés, en fait, le culte était suspendu dans les autres sanctuaires, et rien n'était assuré parce que le vin de messe gelait très, très rapidement. Et le corps municipal d'Auxerre va se voir obligé même de prendre en compte 2000 pauvres pendant 15 jours pour simplement pouvoir les nourrir. Le fameux dégel de la fin janvier intervient le 24 janvier, il y a ensuite une pluie plus douce, les blés semblent sauvés, mais le 8 février, retour du froid, et un froid tout aussi violent que précédemment. Alors là, tous les blés périssent, la volaille, le petit gibier disparaissent également, les pauvres meurent de faim et de froid. L'évêque Tubière de Caylus fait bien fondre sa vaisselle de métal précieux pour nourrir les pauvres, mais cela ne suffit pas parce que il n'y a plus rien. C'est pas faute de pouvoir acheter, c'est qu'il n'y a rien à acheter. En effet, les prix du blé entre janvier et mars ont été multipliés par 8. Et à la fin de 1709 et au début de 1710, la situation est encore pire parce que les récoltes de 1709, évidemment, après l'hiver en question, ont été catastrophiques. Il n'y avait pas assez de réserves de grains pour semer de manière significative. Et du coup, entre 1708 et 1710, eh bien, le prix du blé, c'est par 13 qu'il va se trouver multiplié. Au point que l'on se trouve confronté à Paris dans une misère extrême. La princesse Palatine, l'épouse du duc d'Orléans, le frère de Louis XIV. La princesse Palatine nous dit par exemple « Je n'ai de ma vie vu une époque aussi triste. Les gens du peuple meurent de froid comme des mouches, les moulins se trouvent arrêtés et cela a fait mourir beaucoup de gens de faim. » Là aussi, disparition du gibier pour ceux qui pouvaient espérer compenser de cette manière. Un danger inattendu aussi, c'est que les loups chassés par le froid, par la disparition du petit gibier, sortent des bois, se font agressifs. La Palatine, toujours elle, nous le dit. Les bandes de loups font d'affreux ravages. Ils ont dévoré le courrier d'Alençon et son cheval. On voit le contexte général. Alors, face à cette situation, quelles étaient les solutions ou les réactions, les possibilités d'améliorer les choses? Eh bien, c'était la charité publique qui, à l'époque, permettait de compenser ce genre de misère. Et cette charité publique, tous les témoignages le confirment, fait des prodiges. Nous sommes dans une société où il y a une solidarité organique de fait qui fait que quand on est confronté à des situations extrêmes comme celle-là, tout le monde donne ce qu'il peut quand il le peut. Alors le problème, c'est que cette possibilité est de plus en plus limitée parce que ceux qui
pouvaient être des donateurs, ceux qui pratiquaient naturellement, couramment, cette charité publique en faveur des pauvres, ils sont aussi fortement impactés, on dirait aujourd'hui, par la fiscalité royale. C'est une époque, ces premières années du XVIIIe siècle, où la guerre de succession d'Espagne dévore évidemment d'énormes moyens, et les contribuables vont s'en trouver affectés, et leur capacité à venir pratiquer la charité au bénéfice des plus démunis va s'en trouver d'autant plus réduite. Saint-Simon, lui encore, témoigne à ce sujet. Grand nombre de gens qui, les années précédentes, soulageaient les pauvres, se trouvaient réduits à subsister à grand-peine. Il ne se peut dire combien d'autres briguaient les hôpitaux. Naguère, la honte et le supplice des pauvres. Combien d'hôpitaux ruinés revomissaient leurs pauvres à la charge publique. C'est-à-dire alors à mourir effectivement de faim. Et combien d'honnêtes familles expiraient dans les greniers. Donc les effets du phénomène de cette année terrible, on le voit, ont un caractère général. Ce n'est pas une famine localisée à une région. Le royaume est terriblement affecté. Catastrophe générale donc pour la France, qui, je le rappelle, je le disais il y a un instant, était alors en pleine guerre de succession d'Espagne. Un conflit majeur de l'histoire du règne de Louis XIV. On se souvient des origines de ce conflit. Le roi d'Espagne, Charles II, meurt sans enfant en 1700, et il a par testament, et pour maintenir l'unité des États espagnols, transmis son royaume, ses États, au petit-fils de Louis XIV, le duc d'Anjou, puisque Louis XIV avait épousé en première noces Marie-Thérèse d'Espagne. C'est Philippe qui va monter sur le trône d'Espagne avec le titre de Philippe V. Or, les grandes puissances européennes ne voulaient absolument pas que la grande puissance continentale, qui était la France, pût ajouter à ses possessions les territoires espagnols. C'était évidemment un accroissement de puissance et de ressources qui était inacceptable pour les Anglais, bien sûr, les Hollandais, l'Empire Habsbourg d'Autriche. Donc une guerre qui va durer pendant 13 ans, qui va être pénible, marquée par de nombreux revers, quelques succès également, mais une guerre en tout cas à l'issue extrêmement incertaine. Au point que en 1709, à La Haye, Colbert de Torcy, qui représente la France, négocie avec ses adversaires et accepte même des conditions qui semblent signifier la défaite de la France. Les Français ont subi un certain nombre d'échecs face à l'anglais Marlborough, face au prince Eugène. Ils ont été battus à Malplaquet, ou tout du moins une bataille dont l'issue est restée très incertaine. Eh bien, là, la France semble à bout. Louis XIV est prêt à accepter que ce soit finalement le candidat des impériaux, Charles III, qui monte sur le trône d'Espagne. Il accepte de chasser de France Jacques III Stuart, qui était l'adversaire de Guillaume III d'Orange, qui lui avait pris son trône en 1688. Il accepte que les défenses de Dunkerque soient rasées. Il accepte même de rendre Strasbourg à l'Empire, Strasbourg annexé en 1680 par la France, tout ça pour obtenir une trêve de 2 mois, et en plus, les coalisés lui réclament d'engager la guerre contre son propre fils, Philippe V d'Espagne, pour réussir à le chasser d'Espagne. Alors là, c'est trop. Le vieux monarque ne peut accepter de telles exigences, et selon ses propos, préfère faire la guerre à ses ennemis qu'à ses enfants. Et la France, malgré tout, va donc poursuivre la lutte. Or, les choses vont quand même s'éclairer assez rapidement. Les récoltes, les moissons de 1711 et 1712 sont excellentes. Voilà, la météo là devient beaucoup plus favorable. Et puis surtout, en 1712, le maréchal de Villars va remporter une victoire décisive lors de la bataille de Denain, qui va finalement
vraiment renverser le rapport des forces et permettre de sortir de cette guerre de succession d'Espagne avec les traités d'Utrecht et de Rastatt dans une situation beaucoup plus favorable pour la France. C'est une paix quasiment victorieuse qui est obtenue donc en 1713. Cette paix, une fois revenue, elle va favoriser le redémarrage de l'économie et le XVIIIe siècle sera un magnifique siècle de croissance pour l'économie française, point de départ de bouleversements considérables de la société avec une expansion démographique spectaculaire, avec un accroissement général de la production. Le terrible hiver de 1709, très vite donc, ne fut plus qu'un très mauvais souvenir. Oui, mais si on se plaint de notre époque, on repensera à 1709. Merci Philippe. Je vais vous parler d'un homme que tout le monde connaît, c'est Paul Doumer. Il y a d'innombrables rues, écoles, stades, ponts, Paul Doumer. Et pourtant, cet homme-là m'a intéressée parce que finalement, c'était un homme assez exceptionnel, et en particulier pour ce qu'il a fait en Indochine. Alors, Paul Doumer, il est né en 1857 à Aurillac, dans le Cantal. Il a 2 grandes sœurs, c'est une famille très modeste. Le papa est poseur de rails, de chemin de fer, et la maman ne travaille pas. Et puis, quand il a une dizaine d'années, la famille s'installe à Paris. Il va à l'école communale et là, drame, le papa meurt brutalement. Et que fait la maman? Elle fait des ménages pour élever ses 3 enfants. Alors, le petit est travailleur, il est intelligent. Ça sera vraiment le modèle de la réussite de l'école publique. Il passe brillamment son certificat d'études, qui à l'époque était sérieux. À mon avis, ça vaut bien le bac d'aujourd'hui, mais enfin ça c'est personnel. Il a 12 ans, et puis bien sûr il doit quitter l'école parce qu'il faut qu'il travaille. Alors il commence par être coursier, et puis il devient graveur dans un atelier de médailles, et en même temps, il suit des cours du soir au Conservatoire des Arts et Métiers. Il a été repéré parce qu'il était intelligent. Et c'est extraordinaire parce qu'il va passer un bac. Et puis, dans la foulée, il va passer une licence de mathématiques. Et puis, pendant qu'il y est, il va passer une licence de droit. Bref, c'est vraiment quelqu'un de travailleur, d'intelligent. Et il devient prof de maths en province. Alors là, il a uniquement 21 ans, et même pas tout à fait, quand il rencontre une jeune fille, pareil, d'un milieu honnête, mais pas très riche, Blanche Richel, et il va l'épouser. Et ils sont très jeunes tous les deux, elle a 19 ans, il en a 21. Ils vont avoir 8 enfants. 8. Et ces enfants, vous en avez forcément entendu parler, car malheureusement, 4 de ces fils vont être tués pendant la Première Guerre mondiale. Les 4 fils Doumer, c'est devenu quelque chose de très célèbre. Il y a même là aussi des rues sur les 4 qui sont baptisées en l'honneur des 4 fils Doumer. La dernière de ces filles, elle est célèbre aussi, Germaine, parce que le 17 juin 1940, elle a eu la brillante idée de tuer un sous-officier allemand, et donc elle est rentrée dans la résistance, enfin elle a été déportée, etc. Mais on n'en est pas là. Donc le voilà jeune marié, et il va très vite abandonner l'éducation et se lancer dans la politique. Alors je ne vais pas vous raconter toute sa carrière, ça c'est plutôt pour Philippe. Il va être ministre des Finances plusieurs fois, président de la Chambre des députés, président du Sénat, et surtout, ce qui m'intéresse aujourd'hui, gouverneur général de l'Indochine française. Alors il part en 1897 sur un bateau avec sa femme Blanche et 2 de ses filles simplement, et puis Blanche est enceinte de la petite dernière qui naîtra en Indochine, et il va faire un travail extraordinaire. Et l'Indochine en 1897, c'était pas évident du tout, les gouverneurs mouraient de fièvre, il y avait encore des troubles au Tonkin, des troubles militaires, c'était un pays qui était mal géré, et lui va mettre de l'ordre, car c'est un financier. Il commence par faire un énorme emprunt, 200 millions de francs or, et
par transférer la capitale de Saïgon à Hanoï. Déjà, il trouvait que le climat était meilleur. Et puis, c'était plus près de la frontière chinoise. Il trouvait que, du point de vue géopolitique, c'était plus intéressant que Saïgon. Et il va aussi créer une ligne de chemin de fer. Alors, bon, son prédécesseur l'avait commencé, mais il est vraiment très attaché au chemin de fer. Et il dira « la civilisation avance derrière la locomotive ». Donc, ça sera le chemin de fer trans-indo-chinois qui va vraiment vitaliser le pays. Il va créer, évidemment, tout le monde le sait, le pont Paul Doumer à Hanoï, qui existe encore et qui va beaucoup marquer les esprits des indigènes. Parce que le fleuve Rouge, à ce moment-là, traversait Hanoï et c'était des berges boueuses, instables. Et tout le monde se disait, ça ne tiendra pas, un pont métallique. Eh bien si, ça va tenir. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, c'est pas un pont Eiffel, hein, c'est un pont fait par l'entreprise Dédé et Pilier. Et ce pont, il fait 1689 mètres. Vous vous rendez compte un peu de l'exploit dans la boue, les piles dans l'eau. Enfin, c'est une très belle réalisation. Il va améliorer le port d'Haiphong, donc le port naturel d'Hanoï. Il va surtout électrifier le pays. Et Hanoï sera la première ville à avoir l'électricité en Asie, parce que lui-même est administrateur de la Compagnie Générale d'Électricité et très attaché à l'électricité. Puis il va faire d'autres choses, il va planter des EVA qui sont d'un très bon rapport, il va légaliser l'opium, ça aussi ça rapporte, hein, ça rapporte vraiment. Là il va faire comme les Anglais là-dessus. Il va être en contact avec Yersin et va faire un sanatorium à Dalat. Dalat c'est dans les montagnes, donc il y a 1500 mètres et l'air est bien meilleur, parce qu'évidemment il y a les fièvres et tout ça. Bref, il va faire de ce pays un petit bijou au point de vue administratif et on va dire qu'il sera le vice-roi français d'Indochine. Alors il va s'attirer l'admiration de plein de gens, dont Pierre Loti, et pourtant Pierre Loti détestait l'Indochine. Il dira « Je n'aimerais jamais ce pays, ni aucune créature de cette triste race jaune. C'est une terre d'exil où rien ne retient ni ne charme. » Pourtant, l'Asie, ça a quand même du charme. Hein. Voilà, bon, il va quand même avoir des ennemis parce qu'il va faire une espèce de matraquage d'impôts extraordinaire. Enfin, de nos jours, ça ne nous étonne plus, hein, on connaît un peu. Mais les gens, les Français installés en Indochine, au Tonkin, en Amman, en Cochinchine, râlent énormément parce que tout est taxé, absolument tout. Il a besoin d'argent. Et puis surtout, il a un caractère très cassant. Alors quand il arrive là-bas, il a même pas 40 ans, hein, c'est un homme jeune en tout cas, et il va être remplacé, lui il serait bien resté, mais il va être remplacé parce qu'on trouve qu'il est trop cassant. Donc la guerre, il perd ses fils, ça c'est un drame absolu. Il avait écrit en 1906 un livre que j'ai lu, qui s'appelle « Le livre de mes fils », qui est un livre de morale où il donne les grandes lignes de la morale laïque. Alors c'est un franc-maçon qui va quand même quitter le Grand Orient de France parce qu'il n'est pas d'accord à un moment avec l'histoire des fiches et tout ça. Et quand il sera élu président de la République en 1931, il ne sera plus franc-maçon. Alors, il est élu président, un peu à cause de la mort de ses fils, ça a joué certainement. Il va mener une vie extrêmement austère à l'Élysée avec Blanche et puis deux de ses filles. Et puis, c'est pour lui qu'on va dire l'expression inaugurer les chrysanthèmes parce qu'il va beaucoup faire ça. Et puis, le 6 mai 1932, il va au Salon du Livre pour les blessés de la guerre de 14. Il veut acheter des livres. Il parle avec Claude Farrer et à ce moment-là, un Russe blanc qui s'appelle Paul Gorgolov va lui tirer dessus. Lui, il va dire « Ah, tout de même !» et puis s'effondrer. Il mourra dans la nuit du 6 au 7 mai. Et c'est un choc énorme. Alors ce Paul Gorgolov, c'est un Russe blanc. Aujourd'hui, on dirait un déséquilibré. Vous savez, voilà, il est vaguement médecin. On ne sait pas trop pourquoi il lui a tiré dessus. Peut-être parce qu'il trouvait que la France n'avait pas assez soutenu les Russes blancs.
il sera guillotiné quelques mois plus tard. Et quant à Paul Doumer, eh bien Blanche va refuser qu'il soit enterré au Panthéon. Elle va dire « Vous l'avez eu, je vous l'ai donné toute sa vie, eh bien dans sa mort, il m'appartient et je veux qu'il soit enterré avec mes fils au cimetière de Vaugirard. » Elle-même va être absolument dévastée par cette mort brutale, inouïe de brutalité et d'idiotie en même temps. Pourquoi assassiner Paul Doumer? Et elle va mourir l'année d'après. Elle se fera écraser par une voiture en traversant la rue. Voilà, et toute cette famille se retrouve au cimetière de Vaugirard. C'est quand même une belle vie, Paul Doumer. Alors nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Jean-Claude Rollinat qui vient de publier avec un co-auteur, Rémy Tremblay, Le Canada français de Jacques Cartier au génocide tranquille, un titre un petit peu surprenant. Il va nous éclairer à ce sujet. Jean-Claude Rollinat, nos téléspectateurs le connaissent bien puisqu'il est déjà venu nous parler d'Eva Perón, de Ian Smith et du maréchal Mannerheim. Et également du maréchal Mannerheim, mais c'était pas avec moi, je crois, pour Mannerheim. Ça devait être mon ami de Meuse qui vous ou avec Catherine peut-être, ou c'est Catherine Gourin. Alors le Canada français de Jacques Cartier au génocide tranquille, en fait, il s'agit d'un ouvrage que vous avez réalisé dans une première édition il y a une vingtaine d'années, je crois. Oui, une petite vingtaine d'années. Voilà. Oui. Et que vous avez, avec votre co-auteur, actualisé, puisqu'un certain nombre de choses se sont passées au Québec depuis cette époque-là. Mais le Canada français, pour nos téléspectateurs, ça évoque d'abord une histoire lointaine, ancienne. Hein. Tout commence finalement avec Jacques Cartier. Tout commence le 24 juillet 1534. Si ma mémoire est bonne, lorsque Jacques Cartier, qui a vogué sur une véritable coque de noix, on en voit d'ailleurs la réplique à Québec, et on peut se poser des questions quand même. Comment des hommes ont-ils pu vivre et traverser les océans dans ces conditions-là? Ce Ted est sur homme. Donc il arrive en 1534 dans le Saint-Laurent, et il va planter en Gaspésie une croix, bien entendu, la croix du Christ, c'est la croix de Gaspé. Il y aura bien entendu après d'autres expéditions. Il va ramener à la cour française des indigènes qui vont faire évidemment sensation. Il noue, au cours de ses premières explorations, surtout les suivants, le marquis de la Roche et Pierre Chauvin, ils vont nouer des contacts avec les Indiens et notamment les Hurons. Ces fameux Hurons qui sont présentés comme des Indiens très méchants dans le roman de Fenimore Cooper, Le Dernier des Mohicans, alors qu'en fait les Iroquois pour nous sont les mauvais et les Hurons sont les bons. Les Iroquois étaient pour les Anglais. Absolument. Et les Hurons étaient nos partenaires. Alors, le grand développement va être entrepris sous le règne, c'est un lapsus, grâce à la volonté du cardinal Richelieu qui gouvernait la France sous le règne de Louis XIII. On va créer la compagnie des 100 associés, des 100 associés, ou compagnie de la Nouvelle-France, qui va rassembler des capitaux et qui va entreprendre la mise en place d'un colonnat. Notamment, on va donner des terres à des paysans, et paysans qui vont trouver épouse avec les fameuses filles du roi. Mais alors, avant, il y a eu quand même l'épisode Champlain. Alors, il y a l'épisode Champlain, vous avez raison de me le rappeler. En 1603, Champlain quitte Honfleur et va au Québec et crée notamment la ville de Québec 5 ans plus tard, en 1608. Voilà. Alors c'est vraiment Champlain, ça démarre vraiment la colonisation, l'implantation à l'époque de Champlain. Mais il n'y a pas beaucoup de monde. Jacques Cartier n'a fait que passer. Jacques Cartier n'a fait que passer. Et c'était le prédécesseur. Il était venu en reconnaissance. Donc toute petite colonie, 2500 personnes à l'époque. Et ensuite, évidemment, on va augmenter la population qui vient essentiellement des provinces occidentales de la France, Touraine, Poitou, Anjou, Bretagne, Normandie, etc. Ce qui fait que l'excellent langage, l'amusant langage de nos amis québécois nous donne une idée de la prononciation des accents de nos ancêtres de cette époque-là.
Le XVIIIe siècle est vraiment, alors là, le summum de l'installation de cette colonie. On compte à peu près, à l'époque du règne de Louis XV, 60 à 65 000 personnes, ce qui n'est pas rien. Et évidemment, ça va susciter l'intérêt de nos bons amis anglais, qui ont leurs 13 colonies d'Amérique et qui, bien entendu, lorgnent vers le Saint-Laurent, au-delà des Grands Lacs, et qui veulent aller rejoindre la baie d'Hudson, puisque l'économie essentielle à l'époque, c'était bien entendu la trappe, les fourrures. Le trafic des fourrures, oui. Donc nous allons entrer en conflit, comme nous étions en conflit avec eux sur le continent, nous entrons en conflit avec eux en Amérique du Nord, et effectivement dans les deux camps, des auxiliaires indiens vont choisir, si je puis dire, leur champion. D'où mon allusion au roman tout à l'heure de Fenimore Cooper. En 1759, bataille probablement décisive qui a lieu à Québec, dans les plaines d'Abraham, c'est-à-dire aujourd'hui c'est complètement urbanisé. Et cette bataille a une particularité, c'est que les deux généraux, le général Wolfe d'un côté et le marquis de Montcalm de l'autre, vont décéder sur le champ de bataille. Ce qui est assez rare quand même, parce que de nos jours, en général, les généraux meurent d'une crise cardiaque dans des PC, ils meurent rarement sur le terrain. Je ferme la parenthèse. Le traité de Paris qui va suivre en 1763 avec le gouverneur Vaudreuil va sceller la cession du Canada français aux Anglais, puisque ce traité de Paris met fin à la guerre de 7 ans. Donc les Anglais deviennent les patrons. Qu'est-ce qu'ils laissent comme liberté aux Canadiens français? Ils leur laissent bien entendu la langue, leur liberté de culte. Ils ne saisissent pas leur propriété, mais ils leur accordent le droit coutumier, le droit civil français, mais aucune fonction politique, bien entendu, aucune fonction politique. Ils avaient déjà montré de quoi ils étaient capables avec le grand dérangement de 1755, quand ils ont déporté à peu près 14 000 Français qui vivaient en Acadie, c'est-à-dire les provinces de Nouvelle-Écosse et de Nouveau-Brunswick d'aujourd'hui. Et ces 14 000 Acadiens sont partis pour les uns sur des pontons anglais comme prisonniers, d'autres ont réussi à rejoindre la France, d'autres encore sont allés au Québec, et un grand nombre est parti en suivant le Mississippi et sont installés dans les bayous de Louisiane, là où à l'époque on ne risquait pas d'aller les débusquer. Et ce sont aujourd'hui, c'est pas sans émotion qu'on va en Louisiane et qu'on écoute le parler des Cajuns, qui conservent des coutumes, qui ont un drapeau, qui ont un cercle politico-culturel plus ou moins soutenu par les Français, ça s'appelle le codophile, mais franchement c'est une population en extinction parce qu'elle est submergée par le monde anglophone. Voilà. Donc, c'est le destin des Acadiens, mais ça ne sera pas le destin des Québécois. Les Québécois, grâce à leur foi, le catholicisme, un ciment, à leur langue, le français, à leur vie rurale, ne sont pas des marchands, ils vivent à la campagne. Et à un taux de natalité extraordinaire, ils vont développer leur population et être sensiblement égaux en nombre aux colonnats anglais à l'époque. C'est-à-dire charnière 18e, 19e. Pour vous donner une idée, lorsqu'on crée en 1841 un mini-Canada, on en est à peu près à 160 000, 170 000 francophones dans ce qui s'appelle le Bas-Canada, c'est-à-dire le futur Québec, le Haut-Canada devenant la future province de l'Ontario. À cette époque-là, la population est équilibrée. Et là, il y aura évidemment à la charnière du 19e et du 20e, c'est la rupture, avec une massive immigration anglophone. Les francophones seront submergés. Ils seront submergés complètement dans les provinces de l'Ouest, où alors là, ce sont des îlots résiduels. Et ils ne resteront majoritaires qu'au Québec, alors que dans le Nouveau-Brunswick, ils représentent entre un quart et un tiers à peu près de la population. Voilà ce qu'on peut dire du cheminement de cette population. Alors, ça a été ponctué quand même, ça s'est pas passé tout seul, il y a quand même eu quelques épisodes sanglants.
Mais en même temps, ces Canadiens-Français, autant que je me souvienne, en 1812-1813, lors de la guerre entre l'Angleterre et les États-Unis, ils se rangent du côté des Anglais. Oui, ils ne veulent pas des Américains. Vous avez tout à fait raison. Et ils se rangent, c'est curieux, c'est comme ça, d'autant que... ils avaient le souvenir quand même de conflits avec les anciennes colonies anglaises d'Amérique du Nord, devenues les États-Unis, qui avaient été marquées par l'extrême violence. Hein. Et puis aussi, je crois qu'il y a, vis-à-vis de la France, une notion, si vous voulez, un sentiment d'ingratitude de la part du Royaume de France. Parce que la devise, c'est « je me souviens ». Mais je me souviens de quoi ? Je me souviens de qui ? Je me souviens que j'étais français ou je me souviens que la France m'a abandonné ? Abandonné, oui. Voilà. Et il y a ça. On a connu ça quelquefois dans notre histoire. N'est-ce pas ? Beaucoup plus près de nous, oui. Alors, il y a un ressentiment quand même. Et ce que vous dites est tout à fait vrai. Il y a eu des volontaires pour se battre avec les Britanniques. De même, ce qui est très curieux, il y a eu 7 à 8 000 volontaires qui sont partis dans les rangs de l'armée anglaise se battre contre les bourgs, contre les deux républiques africanaires, 1898 et 1902. C'est quand même curieux. On aurait pu surprenant. On aurait pu imaginer au contraire qu'il pouvait avoir une solidarité, une sympathie. Non. Il y avait eu avant cette guerre des bourgs auquel ont participé quelques Canadiens français, il y avait eu quand même la révolte des patriotes en 1837, aux environs de 1837. Qu'est-ce que ce sont ces patriotes ? Ces patriotes, d'abord, ils arborent un curieux drapeau vert, blanc, rouge. Je vous avoue que je n'ai pas la signification, alors qu'on connaît parfaitement la signification du fleur-de-lysée d'aujourd'hui. Et ces patriotes se soulèvent contre le gouvernement en place. Les Anglais, selon leur habitude, pratiquaient une sorte de gouvernement indirect. Il y avait 2 assemblées, une pour l'Ontario, le Haut-Canada, une pour le Bas-Canada, le Québec, et ces 2 assemblées étaient élues au suffrage censitaire, mais progressivement l'assise électorale s'est élargie, et il y avait des présidents d'assemblée et un conseil exécutif avec un gouverneur nommé par la reine, enfin par le cabinet de Londres. Et là, les patriotes se soulèvent, ils s'emparent de quelques villages, ils tuent des soldats anglais, il y a un échange de coups de feu, et il y a un certain nombre de soldats insurgés qui sont fusillés, et les rescapés franchissent la frontière des États-Unis et vont se cacher dans les États limitrophes, et ils vont continuer une petite guérilla pendant quelques années sous la terminologie de frères chasseurs. Voilà. Et puis ça va s'éteindre. À l'ouest, dans les nouvelles provinces, c'est-à-dire le Manitoba, l'Alberta, le Manitoba, le Saskatchewan et la future Colombie-Britannique, il y a aussi des populations francophones isolées. Et il y a notamment une population très intéressante, celle qu'on appelle les bois brûlés. Bois brûlés, pourquoi ? Parce que ce sont des coureurs de bois qui se sont mélangés, mariés à des indiennes, et qui ont donné naissance à un peuple métis. Alors ce peuple métis n'est pas très nombreux, mais il parle français, il est attaché à la francité, et bien entendu, il contrôle une zone entre les Grands Lacs et la baie d'Hudson. Ça ne plaît pas tellement aux Britanniques, qui vont mettre le haut là, et le leader de ces gens-là, je fais court, Louis Riel, va instituer un gouvernement insurrectionnel à Batoche, au Saskatchewan, puisqu'ils ont été chassés du Manitoba. Et donc toujours à l'ouest, toujours un peu plus à l'ouest. On leur dépêche une armée d'environ 8000 hommes, commandée par le général Middleton, avec des canonnières, avec des mitrailleuses, c'est le balbutiement des premières mitrailleuses. Il est évident que la rencontre se termine mal pour nos bois brûlés, qui sont défaits, qui sont obligés de se rendre, et Louis Riel est capturé, et il est condamné, jugé et pendu à Regina en 1885. Regina qui est le futur quartier général de la célèbre Royal Canadian Mounted Police, qui s'appelle aussi GRC, Gendarmerie Royale Canadienne. Avec son uniforme rouge. L'uniforme rouge avec le chapeau Boy Scout, qu'on peut voir d'ailleurs, on peut les voir, quand ils sont pas opérationnels et qu'ils sont en représentation, ils sont habillés comme ça. Et donc, c'est terminé de la révolte des bois brûlés, et tout rentre dans l'ordre. Pour la première fois, en 1887, il y a un grand monsieur,
un grand bourgeois, Wilfrid Laurier, un francophone, qui va devenir Premier ministre fédéral. Premier ministre fédéral. Alors là, c'est une première. On met un Français, un francophone, à la tête du Canada. Alors, si vous voulez, à l'époque... Le Canada qui a gagné son autonomie, en tant que Dominion par rapport à l'Angleterre en 67. Vous avez tout à fait raison de me rappeler. Le cabinet britannique a accordé, comme à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande et plus tard à l'Union sud-africaine, le statut de Dominion. C'est-à-dire qu'ils sont totalement autonomes pour les affaires intérieures. La reine ou le roi reste le souverain théorique. Le cabinet de Londres nommant un gouverneur général qui lui désigne à son tour un premier ministre issu du cabinet. C'est la mécanique britannique qui est partout. Ils font, d'ailleurs, les Britanniques font exactement ce que les Français ont fait dans leurs colonies, dans nos territoires. On a reproduit ce que nous faisions en métropole. Bon. Donc, le Canada devient de plus en plus autonome. Et les Canadiens français se replient un peu sur eux-mêmes. Et il va y avoir, au début du XXe siècle, une floraison d'écrivains, de littérateurs. Le plus célèbre que nous connaissions, évidemment, c'est Louis Hémon, avec son fameux roman Maria Chapdelaine, qui a connu un succès mondial. Le malheureux n'a pas eu de chance puisqu'il est mort écrasé en Californie sur une Watchman Fair. Donc il n'a pas connu ce succès post-mortem. C'est l'époque aussi où l'abbé Groux bascule dans un nationalisme étroit, mais avec une certaine clientèle, une certaine adhésion, c'est-à-dire que c'est la notion de terre des pères qui se mélange avec la foi, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la foi, le langage, les valeurs familiales, tout ça fait une micro-société un peu en marge du Canada libéral, britannique, qui s'industrialise, qui tisse des Watchman Fair, etc. Bien. Je l'ai dit, je le répète, la caractéristique, c'est catholicisme, langue, ruralité et démographie. Un dynamisme démographique spectaculaire. Ouais. À cette époque-là, au début du XXe siècle, va apparaître un personnage politique qui va un petit peu canaliser toutes ces traditions. C'est monsieur Maurice Duplessis, qui a vécu de 1890 à 1959, qui crée l'Union nationale. Alors l'Union nationale, c'est un parti politique, essentiellement francophone, qui représente les Québécois, et qui est à l'époque majoritaire, largement majoritaire. On qualifie Duplessis de Salazar québécois. Alors ce monsieur Duplessis, il est profondément religieux, pas indépendantiste, très autonomiste et ultra conservateur. Donc c'est une caractéristique qui va lui être beaucoup reprochée. En plus, ce qui n'arrange rien pour lui, c'est qu'il va demander la grâce du maréchal Pétain, et il va être bien entendu marqué, n'est-ce pas, du signe de la bête. Il va rester au pouvoir plus d'une vingtaine d'années, et pendant son dernier mandat, c'est là que va émerger ce que l'on appelle la Révolution tranquille, avec les libéraux et à leur tête Jean Lesage, une libération, une sorte de mai 68, et ça vient avec les femmes, si vous voulez. C'est une montée en puissance du féminisme et une libération de la femme, si tant est qu'on puisse appeler ça libération, mais bon, et là, ça va jouer un rôle très déstabilisateur de la société québécoise traditionnelle. En même temps, j'imagine que le caractère majoritairement rural, etc., tend à se réduire aussi du fait de l'évolution urbaine, etc. D'une société rurale et ethniquement homogène, on va passer à une société industrielle et multiethnique. Urbaine et multiethnique. Et ça va se faire progressivement. Et bien entendu, pour accompagner tout ça, vous avez toutes ces belles idées 68 ans d'avant l'heure qui vont venir se greffer et qui vont trouver, il faut bien le dire, une certaine clientèle. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'une vingtaine d'années de pouvoir de M. Duplessis, peut-être que les gens avaient le sentiment d'étouffer un petit peu,
ses ennemis ont appelé cette période-là la Grande Noirceur. Ouais. Bon. Et puis c'est l'époque aussi, je pense que ça joue peut-être son rôle, de l'évolution que l'on connaît de l'Église catholique. Tout à fait. Dans les années 60, l'Église conciliaire, qui renonce à toute sa dimension traditionnelle, prépare aussi le terrain. Avec la théologie de la libération en Amérique du Sud. Bouleversements que l'on sait, il y a tout un discours anticolonialiste qui se développe et que l'on veut appliquer au Québec. Ça peut expliquer aussi les évolutions. Alors là, effectivement, il y a une frange du clergé qui devient un clergé progressiste. C'est un petit peu le même cheminement, je l'évoquais qu'en Amérique latine, avec la théologie de la libération. Ça va vider les églises, puis en même temps, ça va mettre en place une idéologie qui va être une idéologie progressiste, tiers-mondiste, socialo-tiers-mondiste. Absolument. Alors, en plus, si vous voulez, au niveau fédéral, va émerger un personnage, Pierre Elliott Trudeau, le père du Premier ministre actuel, qui n'est pas un cadeau, c'est le moins qu'on puisse dire, pour la société canadienne. Ah bon. Ce type-là est un progressiste, il est fédéraliste, c'est-à-dire un centralisateur. Il n'est pas pour l'autonomie des provinces, il est francophone et anglophone, il est libertaire, et il prend le pouvoir à Ottawa, avec une majorité, celle du Parti libéral. En même temps, sensiblement, nous avons eu avant un événement politique amusant, mais qui n'a pas eu de grand lendemain. C'est bien souvent la caractéristique d'ailleurs de ce que De Gaulle annonce. Le 24 juillet 1967, à Montréal, au balcon de l'hôtel de ville, le général de Gaulle prononce un discours et il l'achève en disant cette fameuse phrase « Vive le Québec libre », qui déclenche un tonnerre d'applaudissements. Et à cette époque-là, il y avait un mouvement politique, le Rassemblement de l'Indépendance nationale, le RIN, dont le patron était M. Dallemagne et son collègue Pierre Bourgeot, qui militait pour un Québec indépendant. C'était tout à fait une rupture avec la politique de Duplessis, qui n'avait jamais évoqué la séparation, l'indépendance. Lui, ce qu'il voulait, c'est... On laisse tranquille mon Québec vit comme il veut, occupez-vous de... Voilà. Mais jamais une idée séparatiste. En tout cas, il ne l'a jamais écrit, ni l'a jamais exprimé. Et là, on passe à un niveau supérieur, et il y a parallèlement à ces deux personnages, un journaliste qui s'appelle René Lévesque, et qui va créer, avec le Rassemblement pour l'Indépendance nationale, l'Alliance Laurentienne, un tas d'autres groupuscules, si vous voulez, ils vont créer le Parti québécois. Et ce Parti québécois revendique l'indépendance du Québec. Ils veulent faire de cette province un pays, comme ils disent, un pays. Et toute leur stratégie va être d'aboutir à cette indépendance, et ils vont mettre en œuvre un référendum qui malheureusement... Nous sommes en quelle année là ? Alors là, nous sommes le 20 mai 1980. En 80 donc. En 1980, et là ils vont rater l'affaire de peu, puisque 49,4% seulement de oui à l'indépendance. Alors ça mérite un tout petit arrêt pour analyser un petit peu les composantes du vote. À 100%, la grosse minorité anglophone de la province du Québec, à 100%, a voté contre. Bien sûr. À 100%, les immigrés fraîchement naturalisés ont voté contre. Les minorités indiennes et inuites ont voté contre. Et il y a eu, malheureusement, une petite partie de Québécois de souche francophone qui ont voté contre aussi. Ce qui fait que le résultat a été trop juste. Alors Lévesque a été évidemment a été très secoué par ce résultat. Ça a créé une crise au sein du Parti québécois, et là, évidemment, ça aiguise les appétits, et vous avez un certain nombre de personnalités politiques, Camille Laurent et Jacques Parizeau, qui reprendra le flambeau, qui guettent la succession. Pendant ce temps-là, en 1982, la reine Elisabeth II vient à Ottawa, et procède symboliquement à l'abrogation de l'acte de 1867 que vous aviez souligné tout à l'heure, qui crée la fameuse Confédération canadienne. Alors, la Confédération canadienne continue d'exister, l'acte est abrogé, et on appelle ça le rapatriement de la Constitution au Canada. Et ce qui fait qu'il va y avoir un nouveau statut juridique pour le Canada qui devient
pleinement indépendant, même s'il l'était déjà de fait, il le devient de juré. Alors, ça va ouvrir quand même des perspectives, parce que tous les anglophones ne sont pas bornés, et notamment, il y a un nouveau Premier ministre conservateur, M. Brian Mulroney, qui va discuter avec l'évêque, et l'évêque revoit un petit peu à la baisse ses exigences et se contenterait d'une reconnaissance d'une société québécoise distincte, avec à ce moment-là des compétences supplémentaires par rapport aux autres provinces. Ce qui va déclencher l'ire de Preston Manning, qui est le leader, lui, du Reform Party à l'ouest du Canada, et qui dit, si le Québec a plus de compétences, nous voulons aussi plus de compétences. Donc j'accélère un tout petit peu. Nous avons constamment, tant au Québec qu'au Canada, ce jeu de l'alternance. Alors l'alternance, c'est un coup les Québécois du Parti libéral, un coup les Québécois du Parti québécois, au niveau fédéral, un coup les conservateurs, un coup les libéraux. Bon, donc si vous voulez, c'est comme chez nous. Donc on n'aboutit pas à grand-chose. Où en sommes-nous aujourd'hui? Il y a eu un autre référendum. Alors le deuxième référendum a encore été perdu. Ouais. Et M. Jacques Parizeau a eu cette phrase en 1995, lorsqu'il a été perdu par 49,4% seulement de non, encore une fois. Ouais. Et c'est la même. Et alors cette fois-ci, il y avait eu beaucoup plus de votants, et les francophones, cette fois-ci, c'était majoritairement, ou très légèrement majorité, prononcée en faveur de oui. Mais la population anglophone et la population exotique avaient augmenté. Et Parizeau a dit, et c'est là où l'establishment lui est tombé sur le poil, il a dit: on a été battu par l'argent et par le vote ethnique. Tout est là. Voilà. Je crois que c'est une excellente conclusion, et qui ne peut qu'encourager nos téléspectateurs à se tourner vers votre ouvrage, Jean-Claude Rollinat et Rémy Tremblay, Le Canada français, de Jacques Cartier au génocide tranquille. Merci Jean-Claude Rollinat. Merci beaucoup.